Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Je remercie tout particulièrement la filière TEDCO qui me donne l'occasion aujourd'hui de présenter devant vous mes premiers travaux de ma thèse de doctorat. Alors ce travail est une collaboration, le résultat d'une collaboration entre plusieurs organismes. Tout d'abord Centrale Supélec, la filière TEDCO évidemment avec le centre de référence ORAR de l'hôpital Rothschild où je travaille, et puis le laboratoire de physiopathologie orale moléculaire du centre de recherche des Cordeliers et le laboratoire des bases moléculaires et physiopathologiques des ostéochondrodysplasies de l'Institut Imagine. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter assez brièvement mes premiers résultats assez préliminaires de mon travail de thèse de doctorat qui portent sur les anomalies orales des patients qui présentent des ostéogenèses imparfaites et plus particulièrement aujourd'hui une caractérisation de la dentine atteinte par une dentinogenèse imparfaite dans un contexte d'ostéogenèse imparfaite. Alors, tout d'abord, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, la dentine, qu'est-ce que c'est? C'est le composant majoritaire de la dent qu'on voit apparaître ici en jaune clair sur le schéma et qui est compris entre l'émail en périphérie et la pulpe dentaire au centre de l'organe dentaire qui assure la vascularisation et l'innervation de cet organe. Alors, c'est un tissu qui est minéralisé à 70% et qui comprend 20% de matrice organique. Le principal cristal, enfin le cristal qui compose sa matrice minéralisée est le cristal d'hydroxyapatite carbonée et la protéine majoritaire de sa matrice organique est le collagène de type 1. C'est ce tissu qui, par sa microstructure et sa nanostructure, permet d'assurer les propriétés biomécaniques de l'organe dentaire. Alors, donc, je vous le disais, c'est un tissu qui est minéralisé avec une matrice organique collagénique, donc c'est réellement une matrice collagénique très minéralisée, donc avec un collagène de type 1 comme protéine majoritaire. Je vous l'ai remis ici brièvement, donc c'est 3 chaînes, 2 chaînes alpha 1 qui apparaissent en bleu et une chaîne alpha 2 en rouge ici sur le schéma, avec cette fibre de collagène qui peut se minéraliser. Ici, on a un modèle de minéralisation fibrillaire intrafibrillaire et il existe également une minéralisation extrafibrillaire de cette fibre de collagène dans la dentine. Donc, par sa composition, c'est un tissu qui ressemble relativement à l'os. Sa structure, en revanche, est très différente et on peut noter aussi d'autres différences avec notamment une différence assez importante qui est la différence de processus de formation. Alors, la dentinogenèse imparfaite, c'est un processus qui est centripète, qui part de la périphérie de l'organe et qui va aller jusqu'au centre de l'organe au niveau de la pulpe dentaire. Donc on a des cellules au niveau de la future jonction amélo-dentinaire, donc au niveau de la périphérie de la dentine, qui sont les odontoblastes et qui sont des cellules polarisées qui vont avoir un prolongement et ce prolongement va sécréter de la prédentine. Cette prédentine, au moment de sa sécrétion, va entraîner l'allongement du prolongement odontoblastique et donc le déplacement du corps cellulaire vers le centre de l'organe dentaire et donc vers la future pulpe dentaire. Cette prédentine, dans un deuxième temps, va se minéraliser avec des dépôts de cristaux d'hydroxyapatite. La dentine a une autre différence majeure avec l'os, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion cellulaire au sein de ce tissu, ce qui implique qu'il n'y a pas de remodelage possible une fois que la dentine est formée, contrairement à l'os. La dentine ne participe donc pas au métabolisme phosphocalcique de l'organisme et ses capacités de réparation sont minimes. Alors, la dentine, comme beaucoup de tissus du corps humain, peut être affectée et une des principales affections qu'on peut trouver sur la dentine est la dentinogenèse imparfaite. Donc la dentinogenèse imparfaite, c'est une maladie rare d'origine génétique qui est définie comme étant une hypominéralisation de la dentine. On peut la retrouver seule, donc dans des formes isolées où seule la dentine est affectée, et on peut également la retrouver dans des syndromes plus généraux, et notamment dans l'ostéogenèse imparfaite. L'ostéogenèse imparfaite, en parallèle, est également une maladie rare d'origine génétique qui est définie comme étant une dysplasie osseuse et qui est caractérisée par des fractures osseuses. Donc, dans près de 80% des cas d'ostéogenèse imparfaite, le collagène de type 1 est responsable de cette pathologie. Donc, le collagène de type 1, que je vous ai dit tout à l'heure, est le composant majoritaire de la matrice organique dentinaire. Donc on a, pour le coup, pour l'os, un tissu qui est plutôt hyper minéralisé. Et donc, la dentinogenèse imparfaite est le principal symptôme oral
de l'ostéogenèse imparfaite. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus l'ostéogenèse imparfaite est sévère, et plus on a un risque de dentinogénèse, plus on a un risque de voir apparaître une dentinogénèse imparfaite. Alors, cliniquement, la dentinogénèse imparfaite, on la connaît relativement bien puisque c'est assez caractéristique. On a des dents qui sont grises à voir une couleur marron avec des discolorations opalescentes, une faible hauteur dentaire et une altération de la jonction amélodentinaire, ou tout du moins un émail qui va se détacher du tissu dentinaire et laisser cette dentine à nu dans la cavité buccale de nos patients. Radiologiquement, on a un aspect qui est assez pathognomonique également, avec des racines courtes et une oblitération pulpaire qui va commencer assez rapidement après l'éruption de la dent dans la cavité buccale et qui va être partielle à quasi totale. Vulgairement, on a tendance à dire que nos patients ont des dents qui sont de mauvaise qualité, avec des abcès qui vont se former spontanément, sans lésion carieuse, et qui peuvent mener rapidement à la perte prématurée de la dent. Alors, que nous dit la bibliographie à ce sujet? Alors, on la connaît très bien, la dentinogénèse, d'un point de vue clinique, d'un point de vue histologique et d'un point de vue de la microscopie électronique et microscopie optique. On s'y est un petit peu intéressé. Il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle sur cette structure, cette microstructure, encore moins sur sa nanostructure. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le manteau dentinaire serait à peu près normal et ressemblerait à nos contrôles sains. On a un nombre diminué de tubules au sein de la dentine chez les patients atteints de dentinogénèse imparfaite. Et il a été décrit par Hall en 2002 une délimitation avec une ligne visible en microscopie électronique d'une zone normale, plutôt proche de l'émail, et d'une zone affectée, avec des tubules qui sont désordonnés, alors qu'on voit ici, juste là, qui nous ont fait penser à des sortes de comètes ou des fusées qui traverseraient le tissu dentinaire dans la direction émail-dentine, qui est donc émail-pulpe, qui est donc le sens de formation de la dentine. Donc, ces travaux de Hall ont été réalisés en collaboration avec le centre Aurard de Strasbourg, donc une collaboration française également. Et puis Valtimo, en 1996, avait également décrit, alors lui, il décrit des canal-like defects proches de la dentine, proches de la jonction amélodentinaire, alors on les voit peut-être pas très bien ici, mais qui sont des régions plus grosses que des tubules, mais qu'il a eu du mal à caractériser que ça. Donc on se rend bien compte qu'on connaît bien cliniquement ces patients, on ne connaît pas très bien les altérations à l'échelle microscopique, on les connaît encore moins à l'échelle nanoscopique, qui est l'échelle du collagène et de la minéralisation collagénique, l'imbrication des fibres de collagène et des cristaux d'hydroxyapatite. Donc ce qu'on a eu l'occasion de faire, c'est de pouvoir observer la dent d'une patiente qui est atteinte d'une dentinogénèse imparfaite dans un contexte d'ostéogenèse imparfaite de type 3, donc qui est une ostéogenèse imparfaite assez sévère. On sait que cette patiente, elle présente un variant du gène COL1A2, donc qui code pour le collagène de type 1 et qui entraîne un défaut qualitatif de ce collagène de type 1. Donc on a, dans un premier temps, commencé par préparer l'échantillon et on l'a observé au MEB, au microscope électronique à balayage, assez classiquement. Et sous ce MEB, à l'aide d'un faisceau ionique qui s'appelle le FIB, on a découpé des sections d'une longueur de 15 microns. On est allé prélever des sections de 15 microns et de 100 nanomètres d'épaisseur pour pouvoir les observer au microscope à transmission. Et donc là, à vraiment une échelle plus nanoscopique. On a comparé ça à une dent saine qu'on a récupérée chez un patient qui est a priori sain et qui ne présentait pas de différence morphologique de ses dents. Tous ces échantillons, on a pu les récupérer grâce à l'existence d'une collection biologique et la collection biologique Orcel. Et ces travaux ont pu avoir lieu grâce à un financement impulsion recherche de la filière tête-cou que nous avons obtenu il y a 2 ans. Alors, pour faire un petit peu le parallèle, parce que c'est un peu difficile de suivre quand on change autant d'échelles, j'ai pris un modèle osseux qui existe. Donc nous, ce qu'on va aller regarder, c'est pas tout à fait la même chose, puisque nous, on a des tubules dans la dent, mais on va aller regarder cette organisation microscopique au MEB dans un premier temps, et puis une organisation nanoscopique, ce que je vous disais, à l'échelle du collagène et du minéral extrafibrillaire et intrafibrillaire. Donc voilà nos premiers résultats qu'on a obtenus au MEB. Alors je ne sais pas si on voit très bien avec le contraste de la lumière, mais ce qu'on voit, c'est que notre image ici, à gauche, c'est une image très typique qu'on a l'habitude de voir au MEB quand on a l'habitude de regarder de la dentine. On a une jonction amélodentinaire ici qui est marquée, avec ensuite le manteau dentinaire, et puis l'apparition de tubules. Les tubules, c'est ces petits points blancs, enfin ces petits points noirs qui sont entourés de blanc, qui est de la dentine péritubulaire, qui est une dentine hyper minéralisée. Alors, pour donner une idée de l'échelle, un tubule comme ça,
en moyenne, c'est 2 micromètres de diamètre. Donc là, on voit 1 millimètre de la dent, parce qu'ici, on a 500 micromètres. Donc ça, c'est assez typique. On n'a pas été tellement étonnés quand on a vu ce type d'image. À gauche, pour vous, à gauche, on a ce qu'on a obtenu sur nos observations au MEB pour la dentinogénèse imparfaite. Alors, l'image est complètement différente. Elle est tellement différente que quand on l'a vue pour la première fois, on s'est demandé si on avait bien préparé l'échantillon. Mais on a essayé de trouver des similarités. On a retrouvé une jonction amélodentinaire ici, avec quelque chose qui ressemble à un manteau dentinaire, et puis quelques tubules qui apparaissent, mais qui sont quand même beaucoup moins nombreux. On a d'autres structures que je vais vous détailler juste après. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a compté ces tubules et on se rend bien compte qu'il y a une différence. Donc ça, c'est la densité par millimètre carré. En vert, c'est ce qu'on a obtenu sur le tissu sain. Et en rouge, ce qu'on a obtenu sur le tissu atteint de dentinogénèse imparfaite. Donc il n'y a pas photo entre le nombre de tubules. Et puis ensuite, on a regardé d'autres structures. Pardon. Je ne sais pas comment faire pour revenir en arrière. Hop, voilà. Donc d'autres structures, ici, on a comme des stries qui apparaissent, en tout cas des zones qui sont d'une électrodensité qui est variable, avec des stries plus foncées et des stries plus claires. Ces stries sont parallèles à la jonction amélodentinaire et elles sont concentriques autour de la pulpe. On a également l'apparition de ces structures qui ont déjà été décrites, qui ont déjà été imagées par Hall en 2002, qui nous faisaient penser à nos comètes et donc qui traversent le tissu entre l'émail et la pulpe. Donc, je vous les ai mis un petit peu en surcontour pour être bien sûr qu'on les voit. Et on s'est demandé, est-ce que c'était juste sur cet échantillon, est-ce qu'il y en a partout? Donc, on a fait une cartographie de tout notre échantillon atteint de dentinogénèse imparfaite. Et à nouveau, on retrouve bien ces structures. Ici, on a nos stries qui sont en effet parallèles à la jonction amélodentinaire et qui sont concentriques autour de la pulpe. Et puis ici, nos structures un peu type fusée ou comète, que je vous ai recolorées. Et donc, on voit bien qu'elles sont dispersées tout autour, concentriquement, de la pulpe, y compris dans la dentine radiculaire. Alors, ces stries pourraient... Enfin, la première chose qu'on a pensé, c'est que ça pourrait être un front de minéralisation, puisqu'on voit des variations d'électrodensité qui pourraient traduire une variation de minéralisation de notre tissu. Ça pourrait être un front de minéralisation, et on suppose, on imagine, mais pour le moment, il n'y a absolument rien qui est prouvé, que ça pourrait être l'empreinte de la palissade cellulaire des odontoblastes qui essaieraient successivement de fabriquer de la dentine. Donc on pourrait supposer qu'il y a une fabrication de prédentine, que cette fabrication de prédentine se minéralise de façon anarchique ensuite, et donc on n'arrive pas à former une dentine, enfin la dent n'arrive pas à former une dentine fonctionnelle et efficace. Et donc, elle recommence à essayer d'avoir une formation de prédentine, etc. Et puis, de façon occasionnelle, il y a des cellules qui pourraient être incluses. Ça pourrait complètement être des odontoblastes. Alors, est-ce que ça serait leur corps cellulaire ou leur prolongement cellulaire? Ça, pour le moment, on n'en sait rien. On n'est même pas sûr que ce soit des cellules odontoblastiques, mais ça pourrait être des inclusions cellulaires comme ça, un petit peu sporadiques, qui viennent perturber ce tissu. Alors, tout ça, pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, puisqu'on est sur de l'imagerie, et il faudrait évidemment des études physiopathologiques pour un peu mieux comprendre ces phénomènes d'altération de la dentinogénèse. Alors maintenant, on va changer d'échelle, et donc, comme je vous le disais, on va passer à l'échelle nanoscopique, donc à l'échelle du collagène. Pour vous donner une idée, on a prélevé, donc ça c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure, on est allé prélever une lame de 15 microns ici. On en a prélevé une deuxième dans ce sens-là, il me semble, que je vais vous montrer juste après, donc c'est assez petit. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc, alors, pour resituer, donc ça c'est des images qu'on obtient au MET, mais on a un filtre HA-STEM qui s'applique sur ces images, et donc elles se lisent comme des images de MEB, c'est-à-dire que ce qui est a priori plus dense et donc a priori plus minéral apparaît en blanc, comme sur le MEB, et ce qui apparaît en noir est ce que l'on suppose être organique. Donc sur les images de tissu sain, ici on voit nos fibres de collagène, ici qu'on a pointé en orange, qu'on reconnaît à leur contraste caractéristique, contraste périodique qui est assez caractéristique. Et ces images, ces fibres de collagène ici, elles sont dans le plan, elles sont longitudinales à notre coupe. On voit également que ces fibres de collagène sont minéralisées, puisqu'on voit des petits points blancs. Alors, à plus fort grossissement, ces deux images, on ne peut pas les comparer, elles ne sont pas au même grossissement, mais c'était pour vous donner une image un peu plus précise de chacun de nos échantillons. Donc ici, en noir, on a notre fibre de collagène, et autour, on a nos cristaux d'hydroxyapatite qui sont autour de la fibre, un petit peu courbés comme dans l'os. Et puis on a notre minéralisation qui est interfibrillaire. Donc ici, par exemple, on a de la minéralisation. Là, on a de la minéralisation qui n'est pas directement autour de la fibre de collagène. À nouveau, on regarde nos échantillons de dentinogénèse imparfaite. Ce qui nous frappe la première fois, quand on les voit, c'est que ça n'a
pas grand-chose à voir. Alors, toujours pareil, on s'attache à ce qui est similaire. Ce qui est similaire ici, c'est qu'on retrouve nos fibres de collagène, ici, qui sont longitudinales par rapport à notre plan de coupe. Ce qu'on voit ici, c'est des fibres de collagène qui sont transversales à notre plan de coupe. Alors, il y a plusieurs études qui ont déjà démontré que les fibres de collagène dans la dentine, elles s'organisent dans des plans qui sont parallèles. Donc d'ores et déjà, rien que cette image de voir des fibres de collagène à la fois transversales et à la fois longitudinales nous montre qu'il y a une organisation du collagène dans la dentinogénèse imparfaite qui est différente. Et puis on a des larges zones ici qui sont afibrillaires, en tout cas qui n'ont pas été jusqu'au processus de formation finale de la fibrie de collagène et qui semblent hyper minéralisées si on s'attache à la couleur et à l'électrodensité de ce qu'on peut voir. Alors quand on regarde à plus fort grossissement, ici donc on retrouve nos fibres de collagène en noir, et puis nos cristaux d'hydroxyapatite qui sont autour des fibres, avec à nouveau des zones de minéralisation extrafibrillaire. Alors l'image en dessous est encore très différente, et pourtant c'est la même dent, mais l'image en dessous est encore très différente, et je vais vous montrer une autre image. Voilà, et donc là on a une zone où on est allé regarder dans une zone où on n'a quasiment pas de fibres de collagène, et donc ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a vue précédemment, puisque ici nous avons nos fibres de collagène, et puis ici, on a l'impression que c'est hyper minéralisé. En tout cas, c'est très dense électroniquement et donc ça apparaît très blanc. Donc il semblerait qu'il y ait une minéralisation extrafibrillaire qui soit augmentée dans le tissu atteint de dentinogénèse imparfaite. Si on regarde ici cette fibre de collagène particulièrement, on voit que la partie collagénique, enfin la partie organique qui apparaît en noir, est quasiment obstruée par des minéraux d'hydroxyapatite, et donc on pourrait également penser qu'il y a une minéralisation intrafibrillaire qui est augmentée. Alors, toujours pareil, on regarde un petit peu la littérature. Alors, il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur la minéralisation intrafibrillaire et extrafibrillaire au sein du tissu dentinaire. Je vais quand même citer Kinney, en 2001, dans le Journal of Dental Research, qui a comparé la minéralisation de la dentine chez un patient atteint d'une dentinogénèse imparfaite isolée. Alors, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a 30% de moins de minéral chez un patient atteint de dentinogénèse imparfaite. Il en a conclu que c'était la minéralisation intrafibrillaire qui devait être absente, probablement, chez les patients atteints de dentinogénèse imparfaite, puisque la minéralisation intrafibrillaire représente 30% de la minéralisation collagénique. Ça, c'est quelque chose qui est déjà connu. Donc, il n'y a pas eu d'image, c'est seulement du calcul. Et donc, il en est arrivé à cette conclusion à partir de la fraction volumique du minéral dans la dentinogénèse imparfaite. Si on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans l'os, puisqu'il y a des similarités. Alors, dans l'os, ça a été montré en 2014. Je vous disais que l'ostéogénèse imparfaite était définie comme une hyperminéralisation osseuse. Ça a été démontré que ce n'est pas un changement de taille des cristaux d'hydroxyapatite, mais bien une augmentation de la densité des cristaux d'hydroxyapatite, comme c'est montré sur ce schéma. Alors, cliniquement, nous, on se demande toujours un petit peu, est-ce que hyperminéralisation voudrait dire augmentation des propriétés mécaniques? Dans l'os, ils ont montré que non. L'hyperminéralisation n'a pas augmenté les propriétés mécaniques de l'os. Je vous disais tout au début de la présentation que la dentinogénèse imparfaite est définie comme une hypominéralisation de la dentine. Et je vous ai parlé de la dentine péritubulaire. Cliniquement, déjà, on a plutôt tendance à la définir comme une hypominéralisation. Et il y a également des mesures qui ont été faites à grande échelle, à l'échelle microscopique, sur la minéralisation, sur les ratios, notamment calcium-phosphate, de la dentine. Dans la dentinogénèse imparfaite, nous n'avons quasiment pas de dentine péritubulaire, ce qui pourrait fausser à l'échelle, ce qui pourrait expliquer que nous, à l'échelle nanoscopique, on a l'impression d'observer une hyperminéralisation, même si le ratio CA sur P à l'échelle du micron est quand même plus bas sur la dentinogénèse imparfaite. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on confirme en effet qu'il y a une diminution du nombre de tubules dans la dentine atteinte de dentinogénèse imparfaite. Et on peut observer des variations, que je vous ai montrées tout à l'heure, des variations de densité au sein du tissu qu'on retrouve beaucoup moins chez le patient sain. On a nos zones ici, qu'on appelle, nous on a appelé ça des fusées ou des comètes, parce que ça nous faisait vraiment penser à ça, mais qui seraient potentiellement des odontoblastes qui ont dégénéré et qui ont été inclus au sein du tissu au cours de la formation de la dentine. Mais tout ceci ne sont que des hypothèses et, comme je vous le disais, des études physiopathologiques sont nécessaires pour vraiment comprendre les altérations de la dentinogénèse et la dysfonction de l'odontoblaste. À l'échelle nanoscopique, on observe des zones qui sont hyper minéralisées malgré la définition de la dentinogénèse imparfaite. Et cette minéralisation semble toucher autant le minéral extrafibrillaire que intrafibrillaire, mais ça c'est à confirmer, on est en train de
de faire les comptages et les calculs nécessaires. Pour comprendre un petit peu ces dysfonctions, évidemment, des études de la matrice extracellulaire supplémentaires vont être nécessaires. Alors, tous ces travaux que je vous ai présentés, tous ces débuts de travaux, on a eu beaucoup de chance, mais c'est des travaux en 2D. Et récemment, on a eu la chance de pouvoir aller au synchrotron. Et le synchrotron, c'est un endroit qui nous permet de voir la même chose, mais en 3D, donc un petit peu mieux. Je vous montre ici une image de dentine saine pour vous montrer un peu ce qu'on arrive à faire pour le moment. Donc, en jaune, on a l'hydroxyapatite, donc le minéral. En bleu, on a les fibres de collagène. Et puis en violet, on a un tubule qui, un tubule qui traverse... toujours pas. Un tubule qui traverse cette matrice collagénique minéralisée. Donc ça, on arrive à le voir en 3D. On espère pouvoir le faire sur la dentinogénèse imparfaite pour essayer de comprendre un petit peu mieux les désordres de cette matrice. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation ultra claire, alors très bien documentée. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, déjà, avant qu'il y en ait, je suis toujours content quand on nous dit que ce sont des travaux qui ont été au moins en partie financés par la filière, parce que on est ravis, ça sert absolument à ça. Des questions, Max? Oui, j'arrive. Non, il faut en ligne, il faut le micro quand même, s'il te plaît. Merci. C'est une question simple. Vous pensez avoir encore de nouveaux échantillons à arriver, ou d'autres patients peut-être avec une autre mutation, ou éventuellement des dentinogénèses isolées, dites DSPP mutations? Alors, on a d'autres échantillons, puisque c'est des échantillons qu'on récupère directement de la collection biologique au centre Orard de l'hôpital Rothschild. Donc, les dents, là, ça c'est des dents de lait que je vous ai présentées. Les patients sont assez OK pour nous filer les dents de lait qui sont tombées naturellement. On a des dents permanentes, des dents de sagesse aussi. Donc, on essaye de voir, est-ce que, pour le moment, c'est pas encore décidé si on va s'intéresser plutôt à une variation de mutation ou une variation fonctionnelle sur des altérations qualitatives ou quantitatives du collagène pour observer. Et évidemment, on voudra regarder aussi comment ça se passe au niveau de la DSPP. Okay. Oui, j'ai dit c'est aussi même pour la même mutation, ou je veux dire le même gène, dans des cadres syndromiques, et éventuellement, ce serait bien aussi d'observer d'autres dents, parce que là, du coup, c'est plusieurs coupes, mais sur la même dent. Évidemment. Et je vois que parfois, chez des patients qui ont la même mutation, il peut y avoir des phénotypes tout à fait un peu différents. C'est l'objectif, c'est de passer d'autres dents sous ces technologies auxquelles on a eu accès à Centrale Supélec. Là, c'est les résultats préliminaires. J'ai encore un peu de boulot qui m'attend.